Bonjour Hicham, bonjour tout le monde. Bonjour Mariam, bonjour. Bonjour tout le monde. Recording in progress. Donc, on va commencer dans 4 à 5 minutes. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul Fillawan. Bonsoir tout le monde. Marhaba. Donc, merci pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui afin d'assister à cette session de formation proposée par Elsevier. C'est une session dédiée aux enseignants, aux doctorants et même aux étudiants universitaires en général, les étudiants qui veulent améliorer leur capacité de recherche scientifique et qui veulent comprendre toutes les étapes et toutes les choses liées par le parcours universitaire. Donc, aujourd'hui, surtout pour les nouveaux doctorants, surtout pour les étudiants en PFE, c'est-à-dire les étudiants en projet de fin d'études, il y a beaucoup toujours de questions concernant les procédures à suivre, concernant les étapes à suivre, de façon, bien sûr, de façon toujours rapide et de façon en même temps optimale pour faire soutenir leur thèse rapidement. Mais toujours en effectuant un bon travail avec une bonne qualité. Et on insiste toujours sur la qualité du travail, c'est ça le but. Donc, en Algérie, par exemple, il faut compléter, pour les thèses de doctorat, il faut compléter 3 ans pour soutenir, c'est-à-dire minimum, c'est-à-dire au cours de la 4e année,
ou bien 2B de quatrième année, vous pourrez déposer le dossier de soutenance, vous pourrez déposer la thèse et pour soutenir avec le comité scientifique de votre faculté, bien sûr. Ça, c'est le chemin le plus court pour faire soutenir la thèse et c'est ça le but d'entamer des projets de recherche, soit dans le cadre des études, dans le cadre du doctorat, bien dans le cadre des programmes de la recherche et on va parler un petit peu sur les projets de recherche, les différents types de projets de recherche. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler un petit peu sur les projets de recherche, la terminologie, la définition et comment lancer un projet de recherche, comment rédiger un projet de recherche sur plein de choses. Et on va parler sur les étapes de publication des résultats et comment choisir un journal. Et c'est vraiment important de comprendre tout d'abord qu'est-ce qu'un projet de recherche et quelles sont les finalités d'une recherche scientifique avec, bien sûr, on va parler de quelques détails et qu'on va les découvrir ensemble après. Donc, le titre de cet atelier, c'est Cycle de publication, les différentes étapes d'un projet de recherche scientifique. Voilà, je m'appelle Chorfi Hicham, je suis docteur en matériaux pour l'optique et l'optoélectronique, maître de recherche au sein du centre de recherche en mécanique à Constantine, en Algérie, ambassadeur du groupe LCV et en même temps animateur des émissions télévisées scientifiques avec l'ENTV algérienne TV7. Donc, je vous rappelle, comme d'habitude, que cette session est enregistrée et il y aura des attestations de participation à la fin. Donc, les gens qui assistent avec nous via Zoom, vous allez bien sûr recevoir demain, maximum 48 heures, mais généralement, après 24 heures, vous allez recevoir un code pour télécharger vos certificats. Mais essayez, s'il vous plaît, d'assister toute la session pour assurer l'obtention de certificats, puisqu'on reçoit beaucoup de questions concernant l'obtention de certificats. Il faut assister toute la session avec nous. Et ce n'est pas la peine, s'il vous plaît, d'écrire sur le chat vos emails et d'écrire vos adresses électroniques, puisque vos coordonnées sont déjà enregistrées chez nous. Et bien sûr, vous avez tous rempli un formulaire pour assister avec nous maintenant. Donc, comme j'ai dit, il y a un algorithme automatique qui va utiliser ces informations, vos informations déjà remplies, pour vous envoyer les certificats. Alors, ce n'est pas la peine de confirmer votre présence, puisque votre présence est déjà confirmée. OK? Comme ça, pour laisser la main aux questions, alors vous pouvez poser vos questions, soit dans la fenêtre de discussion, sinon, la meilleure façon est d'utiliser Q&R pour poser vos questions et on va essayer au fur et à mesure de répondre aux questions qui ont une relation avec le sujet d'aujourd'hui. OK? Le son est bien, tout est bien. Une minute. Normalement, c'est bon. Le son est bien? La discussion est désactivée. Mariam, est-ce que vous êtes avec nous? Puisqu'apparemment, la discussion est désactivée. Hein? OK. De toute façon, on peut suivre la session. OK. Donc, pour Q&R. Mais vous pouvez quand même poser des questions en utilisant la deuxième fenêtre des questions et réponses. Très bien, merci. Donc, oui, pardon, oui. mais est-ce qu'il y a un problème Non, juste concernant les le questions? chat, ils ne peuvent pas envoyer des messages sur la discussion, mais ce n'est pas un problème.
essentiel, et ils peuvent poser les questions sur la fenêtre Q&A. Oui, oui, oui. Je vais essayer de régler ça tout de suite. OK, merci. Donc, comme j'ai dit tout d'abord, qu'est-ce qu'un projet de recherche scientifique? En fait, un projet de recherche scientifique, tout simplement, est un travail. C'est un travail qui vise à présenter une idée de recherche, qui vise à présenter surtout une solution à une problématique. Bon, lorsqu'on parle de problématique, c'est quelle que soit problématique sociale, problématique environnementale, technologique. Il y a beaucoup déjà de types de problématiques qu'on peut les traiter, quel que soit bien sûr le domaine. Et déjà la dernière fois, au cours de la session passée, nous avons parlé sur les challenges internationaux et que, bien sûr, le besoin mondial en termes de solutions à trouver. Maintenant, nous avons des projets par objectif, ce sont les PFO. Nous avons parlé de PFO, des projets par objectif, et même de BFO qui ont les budgets par objectif, c'est-à-dire le financement maintenant est par objectif, et maintenant les gouvernements ne financent pas arbitrairement les projets, mais toujours il y a une stratégie gouvernementale qu'on doit la suivre, et comme ça même, elle est très logique comme ça, pour bien encadrer la recherche scientifique. Donc maintenant, comme j'ai dit, ces challenges sont bien clairs. Et même déjà, on a entamé le sujet des programmes nationaux de la recherche, qui sont gouvernementaux toujours. Les PNR, en Algérie, on dit le PNR sont les programmes nationaux de la recherche lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique à travers la Direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique, la DGRSDT. Et bien sûr, la tutelle a planifié des plans stratégiques pour la période 2020-2030. C'est un plan stratégique pour les 10 ans, et généralement pour 3 grandes thématiques. Il parle de la sécurité alimentaire, il parle de la sécurité énergétique et tout type de spécialité, c'est-à-dire lorsqu'on parle de sécurité énergétique, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs spécialités et sous-spécialités. La même chose comme la sécurité alimentaire. Alors, ça englobe beaucoup de domaines et englobe beaucoup de spécialités, et c'est vraiment un challenge international, c'est comment garantir une sécurité alimentaire, soit pendant les 10 ans 2002, 2020, 2030, ou bien jusqu'à 2100, par exemple. Donc, il y a d'autres programmes aussi qui rentrent, par exemple, dans le cadre de la santé des citoyens, puis pour les projets dans le domaine de médecine, biologie. En fait, il y a beaucoup de domaines. Et pas seulement ça, puisque même pour un plan de passation vers la numérisation et vers l'intelligence artificielle, ils ont déjà mis un plan stratégique pour garantir une bonne passation de la numérisation vers l'intelligence artificielle et ses importances concernant l'administration, c'est-à-dire on parle de domaines de marketing, d'économie, de gestion, c'est-à-dire il y a beaucoup de domaines universitaires qui peuvent postuler, qui peuvent participer à ces programmes nationaux de la recherche, et comme ça, la recherche reste toujours avec un objectif bien défini et un objectif commun. Même ces derniers mois, il parle de la sécurité financière, c'est-à-dire c'est une nouvelle pour parler surtout pour les étudiants et pour les doctorants en finance, toujours en marketing, en gestion, c'est-à-dire les domaines qui ont une relation avec les finances en général. C'est vraiment intéressant de parler de la sécurité financière en tant que projet de recherche. Et aussi, c'est une opportunité, voilà, opportunité pour chercher des idées et pour lancer des projets de recherche dans le cadre de ces programmes, bien sûr. Et en fait, cette stratégie du plan de la recherche, du plan de la sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, et cette stratégie, cette politique
est considéré comme un raccourci, un bon raccourci vraiment pour avoir un financement. Et c'est ça, bien sûr, lorsqu'on parle de financement, c'est ça le souci des chercheurs, c'est ça le grand souci des équipes de recherche, d'avoir un financement. Maintenant, pour garantir le financement, pour garantir le budget, il faut lancer des projets de recherche, mais dans le cadre des défis internationaux, des challenges internationaux qui sont déjà maintenant connus à l'échelle mondiale. Lorsqu'on parle en Algérie, il y a de la sécurité alimentaire et énergétique, santé de la citoyenne. En fait, c'est un challenge international. C'est juste pour bien planifier, bien encadrer la chose en Algérie, mais il reste toujours un programme mondial. C'est-à-dire, si vous avez un projet de recherche dans la sécurité alimentaire, vous pouvez postuler soit pour les opportunités de financement ici en Algérie ou bien les opportunités de financement à l'échelle mondiale. Et on va voir après comment, en utilisant Scopus, comment trouver des financeurs, comment trouver des fonds de la recherche et comment trouver des sponsors pour les projets de recherche. On peut parler d'appels. En fait, il y a beaucoup d'astuces pour les projets de recherche et d'avoir un projet de recherche. Et on va, au cours de cet atelier, parler un peu des détails concernant comment rédiger, comment obtenir un projet de recherche. Donc voilà. Maintenant, les résultats des projets peuvent être publiés comme, bien sûr, comme des articles scientifiques, après bien sûr le lancement du projet de recherche, après l'obtention des résultats qui sont des résultats originaux, sont de bonne qualité et tout, on peut publier. On peut publier voilà, les résultats comme des articles scientifiques, comme des proceedings, c'est-à-dire des articles, des conférences, comme des livres, comme même on peut déposer des brevets d'invention, quels que soient des brevets d'invention nationaux ou bien des brevets d'invention internationaux, c'est-à-dire tout type de documents et comme ça, on participe, bien sûr, en tant que chercheur, on participe en tant que citoyen, en général, entre guillemets, on participe à la résolution des différents problèmes sociétal, environnemental, technologique et beaucoup de problèmes. Alors, c'est une contribution à la science et surtout, surtout, on parle maintenant des sciences appliquées. C'est ça, les demandes et les challenges internationaux, elles cherchent des sciences appliquées. Comment appliquer la théorie, comment trouver une solution matérielle qu'on peut la valoriser pour, par exemple, corriger un problème bien défini, bien pointu sur le domaine de l'agriculture, par exemple. Alors, il y a une orientation des sciences vers les sciences appliquées, mais ça dépend aussi du domaine, hein, ça dépend de la spécialité. Donc, on peut trouver, par exemple, des bonnes contributions, soit pas tellement bien, des sciences appliquées, mais on peut trouver des contributions théoriques, des nouveaux théories, des simulations, des travaux pratiques, empiriques, même des modélisations. Il y a plein de méthodes pour faire avancer. Alors, ce n'est pas obligatoire de faire la recherche appliquée, mais l'essentiel, un avancement, quel que soit le mode, quelle que soit la méthode, puisque déjà, il y a des examinateurs qui parlent et qui évaluent l'avancement et qui décident qu'un tel résultat est original et tout. Bref, il est donc primordial, avant de lancer un projet de recherche, et de voir surtout l'impact. Donc, on doit chercher l'impact économique. Quel est l'impact économique de mon idée? Quel est l'impact économique de mon projet de recherche? Et quel est aussi l'impact social de mon idée? Puisque j'ai écrit déjà sur diapo, la science est un ensemble de connaissances au service de la société. Alors, la science, elle doit travailler avec la société en parallèle, au fur et à mesure, pour proposer des solutions à des problématiques bien définies. Donc, l'impact social, l'impact économique, ou bien on peut dire l'impact socio-économique, parmi les premiers critères qu'on doit suivre afin de décider de lancer un tel projet, quel que soit un projet personnel, quelle que soit une invention personnelle, ou bien de suivre le chemin des programmes nationaux de la recherche, des PRFU. Il y a beaucoup de
de projets, par exemple, lancés par les agences thématiques maintenant. Et l'agence, à chaque fois, ils lancent des projets de recherche, puisque lorsqu'on suit les agences et tout, on peut garantir l'obtention de financement, puisque vraiment sans financement, on ne peut faire rien. Merci bon pour la discussion. OK. Merci, Mariam. إن شاء الله ما نكونش متسرع بعد الشيء. إذا راني نتسرع قولوا لي فقط. Merci. OK. Donc, j'ai parlé d'impact. Lorsqu'on parle d'idée, c'est une nouvelle idée, un nouveau projet de recherche avec certaines originalités, certaines added value, ou bien certaines valeurs ajoutées. On doit toujours parler de l'impact sociétal, l'impact socio-économique pour faire avancer. OK. Oui, généralement, lorsqu'on parle de la science et la société, on parle de l'innovation. C'est ça la terminologie, c'est ça la définition exacte de l'innovation. L'innovation, c'est donner des solutions concrètes à des besoins bien définis. C'est ça la différence entre l'innovation et l'invention. L'innovation, c'est donner directement le concret à travers un besoin social, un besoin technologique. C'est vraiment important d'orienter vos recherches et vos projets de recherche pour faire innover. OK? Maintenant, comment trouver et pourquoi rédiger un projet de recherche scientifique? Donc, il est très possible maintenant de rédiger un projet de recherche. Il est très facile pour, bien sûr, mais la raison toujours, il y a diverses raisons pour faire rédiger un projet de recherche. Et la plupart du temps, cette initiative de rédaction d'un projet de recherche répond à une demande qui est du premier lieu, c'est une demande extérieure. C'est-à-dire, comme déjà j'ai parlé de PNR, PNR c'est une demande extérieure. On participe au PNR qui sont les 3 thématiques globales pour proposer des projets de recherche dans ce cadre. C'est-à-dire, la plupart des initiatives des projets de recherche sont des initiatives extérieures. OK? Il y a aussi, comme j'ai dit, il y a plusieurs mécanismes pour de lancement des projets de recherche. J'ai parlé de PRFU et j'ai parlé de plusieurs projets internationaux qui sont déjà connus avec les universités algériennes, avec le centre de recherche algérien aussi. Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, comment trouver un projet de recherche avec un financement en exploitant bien sûr toujours plusieurs données. Et j'ai parlé la dernière fois et peut-être on peut pratiquer un petit peu sur comment trouver un projet de recherche avec financement en exploitant les données Scopus. Puisque comme vous savez, Scopus, c'est le numéro 1 dans le monde comme base de données. Et à travers Scopus, on peut entamer plusieurs analyses sur comment trouver un projet de recherche, comment trouver un sujet, un journal pour publier, un sponsor pour faire financer le projet, des auteurs pour faire créer des équipes de recherche. C'est vraiment des choses vraiment importantes afin de lancer un projet de recherche sur les normes internationales. Et là, nous avons parlé de ces sujets déjà peut-être avant 3 mois. Avant 3 mois, nous avons organisé une série de sessions sur Scopus chaque semaine, mais même vous pouvez voir bien sûr les enregistrements et même vous pouvez partager avec vous les vidéos des enregistrements passés et même on peut peut-être réorganiser dans le futur des webinaires pour bien avancer, pour améliorer même le contenu des présentations afin de vous donner le maximum de détails, le maximum de solutions qu'on peut les suivre afin de réussir nos projets de recherche. OK. Mais oui, pour les enregistrements,
Oui, voir avec vos collègues, puisque vous pouvez partager normalement le lien d'enregistrement entre vous, puisqu'à chaque fois, avec le code du certificat, avec le certificat que vous allez recevoir, par exemple, demain après 24 heures, on envoie aussi avec le code un lien pour voir l'enregistrement sur la plateforme Zoom. Alors, vous pouvez revoir les enregistrements, même vous pouvez voir les enregistrements bien sûr sur YouTube, sur Facebook, sur Elsevier Community, Elsevier Africa. Il y a beaucoup de plateformes d'Elsevier qui sont dédiées aux chercheurs pour bien avancer dans leur projet de recherche. Donc voilà. Toujours, lorsqu'on parle de cadre scientifique, lorsqu'on parle de projet de recherche, les demandes extérieures des projets peuvent être bien sûr de différentes natures. On peut trouver par exemple à gauche un appel à projet. Généralement, l'appel à projet, il est de la part d'un organisme ou bien de la part d'une entreprise qui encourage la recherche et développement, le RD, ou bien qui encourage, c'est-à-dire de trouver des solutions, ou bien une entreprise qui cherche des solutions pour des problèmes bien définis. Donc, ça, l'appel à projet, c'est à la base de ça. Une deuxième chose, c'est l'appel à contribution. Un appel à contribution, elle est lancée généralement par les revues, par les conférences, ou bien par les écoles doctorales, par exemple, ou bien les organismes spécialisés. Mais généralement, lorsqu'on parle de contribution, on parle de contribution sous forme d'un article, contribution sous forme d'un poster, ou bien un chapitre pour publier, par exemple, un livre commun entre les chercheurs, par exemple. Ça, ce sont des contributions, mais il reste toujours, ce sont des projets. Hein. Ce sont des projets de recherche. Alors, vous pouvez publier en tant que, et suivre les appels à contribution, surtout lorsqu'on parle des conférences qui sont des conférences internationales indexées. J'insiste sur l'indexation, puisqu'une conférence indexée va publier dans des journaux qui sont indexés aussi, qui sont des journaux classés. Même, vous pouvez profiter de la publication au cours de ça. OK? Il reste un projet, et enfin, on trouve toujours une opportunité de financement des projets de recherche. Lorsqu'on parle d'opportunité de la part, bien sûr, c'est une opportunité généralement publiée par les laboratoires de recherche, ce sont des opportunités publiées par les centres de recherche, généralement centres de recherche internationaux, ou bien les opportunités des agences thématiques, ou bien n'importe quelle entreprise. Et il y aura bien sûr toujours un intérêt commun, puisque des fois, on ne trouve pas des entreprises qui ont des projets déjà, mais on trouve des entreprises qui préfèrent des fois de ne pas lancer des projets, mais ils préfèrent d'investir en sponsorisant les projets qui sont des projets intéressants et les projets des autres, bien sûr, dans des domaines bien définis. C'est-à-dire, des fois, on contacte les entreprises puisqu'ils ont lancé des appels à projets, bien des appels, déjà le projet est bien défini et tout, et on travaille pour améliorer le projet, bien pour trouver la solution souhaitée. Et des fois, on trouve des opportunités de financement. Il y a des entreprises qui proposent des fonds, des capitals, afin d'investir et pour attendre, bien sûr, un retour d'investissement, soit à travers un dépôt de brevet d'invention, bien des publications des articles scientifiques. Il y a beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de confirmer votre présence puisque votre présence est déjà confirmée. Demain, vous allez recevoir le code. Essayez juste d'assister toute la session, OK? Ce n'est pas la peine de vous envoyer les emails et de confirmer la participation. Merci. Maintenant, la question qui se pose, qui peut rédiger et qui peut proposer un projet de recherche? Est-ce que n'importe qui peut proposer un projet de recherche? Est-ce qu'il doit être affilié et tout? Donc, en fait, la rédaction et en fait la proposition des projets est vraiment ouverte pour tout le monde.
Surtout, n'importe quel doctorant, lorsqu'on parle d'affiliation, on parle d'un milieu encadré, le milieu universitaire. Généralement, les doctorants, les chercheurs et même les étudiants, surtout les étudiants en master et master 2, c'est-à-dire en projet de fin d'études, peuvent présenter des projets de recherche. Mais parfois, il y a certaines conditions qui peuvent être établies par les établissements qui lancent l'appel à projet. Puisque, par exemple, il existe certains projets où seuls les doctorants sont appelés à proposer des recherches. Mais rarement on trouve. Mais généralement, la participation des projets de recherche est ouverte pour tout le monde. Il y a toujours une lettre de recommandation, toujours une lettre de motivation avec l'idée, avec l'originalité. Vous devez juste convaincre le comité scientifique et argumenter bien votre solution afin de bénéficier de financement dans le cadre de projets de recherche. Mais toujours attention, c'est vrai, on peut choisir ce chemin des appels à projets, mais généralement entre la date de publication des projets et la date limite de soumission ou bien la date limite de candidature, parfois il y a peu de temps, juste par exemple 1 mois, 15 jours, jusqu'à 3 mois. Généralement, pour moi, j'ai trouvé des projets de recherche, le maximum, c'est 3 mois afin de postuler, afin de soumettre votre candidature. Il y a 3 mois, il y a des templates à suivre et tout pour faire la proposition. Alors, essayez d'être à jour pour trouver des projets de recherche. Mais oui, généralement entre 3 semaines jusqu'à 3 mois. Mais il reste toujours occasionnel, c'est-à-dire les appels à projets, on ne peut pas toujours trouver des appels à projets. Ce n'est pas un régime quotidien ou bien un régime hebdomadaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de voir un appel de projet pour lancer ou bien pour construire votre projet de recherche. Mais essayez toujours de lancer vos recherches dans un cadre personnel ou bien dans le cadre de votre laboratoire de recherche, soit par exemple dans le cadre d'une thèse, ou bien vous pouvez même commencer la rédaction des articles ou bien des brevets d'invention, et en même temps, en parallèle, au fur et à mesure, vous pouvez chercher les appels à projets qui correspondent. C'est ça la meilleure méthode afin de gagner le temps et ne pas s'attendre comme ça à des projets de recherche, puisque des fois, on ne peut pas trouver des projets de recherche dans votre domaine. C'est vraiment occasionnel. J'espère que c'est clair pour le moment. OK. Toujours sur comment trouver un projet de recherche et pourquoi rédiger un projet de recherche. La première étape consiste à mener des recherches bibliographiques. Bon, toujours, je reviens à Scopus, puisque Scopus, comme j'ai dit, c'est le meilleur outil qu'on peut l'utiliser pour effectuer des analyses sur plusieurs thématiques, sur plusieurs domaines et pour trouver des références intéressantes. Et ça, le plus important, de trouver les références qui sont des références fiables. Donc, c'est très important d'avoir un accès Scopus et pour vous aider à la fin, bien sûr, pour trouver un sujet de recherche, par exemple. Donc, vous pouvez bien sûr commander ou bien demander votre compte Scopus si vous n'avez pas un compte. En fait, en Algérie, on ne peut pas accéder à Scopus comme ça sur Google. On ne peut pas, même pas de le trouver. Mais pour accéder à Scopus, il faut demander un compte SNDL, c'est-à-dire un compte au Système national de documentation en ligne. Alors, pour les gens qui n'ont pas un compte SNDL, essayez de contacter votre bibliothèque centrale, votre rectorat, bien votre université, afin de demander le compte. Juste, c'est un mot de passe, c'est un mail, c'est vraiment simple, afin de bénéficier de ce trésor, puisqu'à travers SNDL, vous allez trouver plusieurs bases de données, plusieurs plateformes que vous pouvez l'utiliser. Et l'avantage de SNDL qui est ouverte pour tous les domaines, c'est-à-dire vous trouverez sur les sciences sociales humaines, sur les sciences technologiques, même des domaines pluridisciplinaires, et vous pouvez télécharger gratuitement. C'est ça le but.
Le but est de connecter sur les plateformes, les différentes plateformes qui sont sponsorisées, qui sont abonnées par le CIRIS, par la DGRCT à travers le SNDA, et pour télécharger directement les articles et essayer bien sûr de maîtriser les logiciels de gestion de référence. C'est vraiment important par exemple, le Mendeley. Le Mendeley, il va faciliter beaucoup de choses, surtout sur le premier point de trouver le sujet. Voilà. Toujours dans un premier temps, essayer de télécharger les articles, de télécharger les documents les plus importants sur la thématique souhaitée. Et il y a toujours des critères pour choisir la bonne qualité de document. Alors, vous trouverez surtout des articles qui sont cités, qui sont bien placés en premier dans Scopus ou bien dans Sciences Directes. Et nous avons déjà parlé pas mal de fois sur Sciences Directes. Et ce sont tous des documents fiables et ils peuvent être sélectionnés pour construire un sujet. Donc, après avoir relevé une dizaine d'articles, c'est-à-dire lorsqu'on parle de dizaine d'articles, c'est un minimum. Il faut télécharger le maximum. Il faut créer une équation de recherche. Nous avons déjà parlé des équations de recherche, l'utilisation des opérateurs booléens, les opérateurs de proximité, les guillemets, les jokers. Il y a beaucoup d'opérateurs qu'on a utilisés afin de construire l'équation de recherche. Comme ça, vous pouvez trouver une dizaine d'articles, par exemple, qui sont vraiment des articles pertinents et qui correspondent vraiment à votre problématique de recherche. C'est vraiment important de faire maîtriser comment créer une équation de recherche. Et même à travers Scopus et à travers Sciences Directes, vous pouvez même après programmer des alertes, des alarmes à l'aide des équations de recherche. Comme ça, vous restez à jour. C'est-à-dire à chaque fois, Scopus va vous envoyer un mail, par exemple, de façon mensuelle, avec les nouveaux articles qui sont publiés sur les différents éditeurs. Lorsque je parle de Scopus, il y a plus de 7000 éditeurs qui sont indexés sur Scopus. Et lorsque je dis éditeur, l'éditeur il a déjà un ensemble considérable des journaux. Et chaque journal, il a des articles, des livres, des différents types de documents. Donc, il va vous envoyer un rapport complet avec l'existence des nouveaux documents dans votre domaine. C'est très important de maîtriser tout ça. Donc, j'ai parlé un peu en général cette fois, mais essayez toujours de revenir aux enregistrements passés pour faire maîtriser et pour être à jour avec nous. OK? Donc, lorsque je parle toujours de téléchargement des articles, il reste toujours une étape importante et pour mieux cerner le sujet et pour mieux comprendre les concepts des projets de recherche. Oui, déjà, j'ai parlé de Mendeley, puisque lorsqu'on parle de trouver le sujet, définir le sujet, les notions principales, elle reste toujours une étape, comme j'ai dit, importante, puisqu'on peut utiliser ici Mendeley pour la prise de notes, pour lire les articles sur Mendeley, puisqu'il facilite vraiment la tâche de lecture, puisqu'il permet, par exemple, de surligner les PDF et de sélectionner les résumés, les mots-clés, les bonnes parties afin de référencer les choses. Même Mendeley, on peut l'utiliser sur plusieurs extensions. sur plusieurs extensions, on peut le connecter avec Google, bien avec Word, avec votre moteur de recherche, pour faire faciliter beaucoup de choses et même pour organiser les documents de recherche qui sont des documents que vous avez téléchargés dans une bibliothèque personnelle, interne, bien placée. En fait, il y a beaucoup de bruit à côté de moi puisque اليوم نتائج البكالوريا. En fait, la dernière et la troisième étape, après la lecture, bien sûr, des documents, c'est cadrer le sujet et formuler les idées principales du projet. En fait, il permet de commencer à faire émerger un angle nouveau
Il permet d'émerger une valeur ajoutée, puisque bien sûr, après la lecture, quelle que soit pour identification et pour définir quelques mots, ou bien une lecture critique afin de trouver les failles, afin de trouver les valeurs que je peux ajouter. Et c'est ça le cœur de mon projet de recherche. Et bien sûr, d'émettre de nouvelles idées. Et comme ça, à cette étape, on peut parler d'un projet de recherche. Voilà. Donc, c'est très important de faire ces étapes. Ouais. Donc, dans le contenu, on doit bien sûr exposer l'idée, puisque maintenant, je vais parler un petit peu sur comment rédiger un projet de recherche, et je parle surtout sur le contenu de projet de recherche, et je parle beaucoup plus de normes internationales, hein, puisqu'il y a toujours des variétés entre les organismes et les agences thématiques et les entreprises. Chaque entreprise demande, elle a déjà son template, mais toujours il y a des normes internationales et des points communs entre les types de rédaction d'un projet de recherche. Et bien sûr, concernant l'enchaînement et concernant la méthodologie de rédaction d'un projet de recherche, il est vraiment important de mettre en considération plusieurs points. Bien sûr, lorsqu'on parle du cadre logique, c'est ça le plus important. Toujours, il faut un cadre logique pour faire rédiger un projet de recherche. Et à cette section, on détaille généralement les objectifs de l'étude, les acteurs impliqués, quels sont les partenaires potentiels, c'est-à-dire, je parle par exemple des partenaires socio-économiques. Par exemple, lorsqu'on parle de PNR, je reviens, toujours pour faire accepter un projet PNR, il faut signer une convention avec un acteur ou bien un partenaire socio-économique. C'est très important. L'acteur ou bien l'organisme privé qui est un organisme qui va nous aider pour entamer le projet et pour lancer le projet. C'est-à-dire, il y a toujours le côté académique et le côté professionnel à travers les entreprises, quelles que soient privées ou bien les entreprises publiques. C'est ça, c'est le partenaire. Aussi, dans le cadre logique, on doit parler de la durée de l'étude. C'est très important de parler de la durée. On ne peut pas lancer des projets, par exemple, pour 40 ans, bien 50 ans. Il faut que la durée soit bien limitée selon une stratégie. Il y a aussi, on doit parler des avantages de la solution proposée, c'est-à-dire je dois convaincre les gens qui vont lire la proposition de projet. Et je dois aussi estimer un peu les coûts qui sont des coûts éventuels pour lancer un tel projet, soit les coûts du commencement, ou bien les coûts pour suivre, ou bien les coûts pour faire, par exemple, pour les gens qui visent à construire des prototypes, ou bien des produits, ou bien des services bien finis. Et bien sûr, toujours lorsqu'on parle de la stratégie, toujours il faut faire une stratégie, il faut faire des actions à entreprendre pour la réaliser. C'est très important. Et en fait, pour parler de rédaction de projet de recherche, 80% le cadre logique. Mais le reste toujours sont des choses un peu supplémentaires, mais toujours des choses intéressantes. Il y a un autre point qui est la méthodologie de recherche. En fait, lorsqu'on parle de méthodologie de recherche, c'est la description globale des activités qui seront effectuées pour obtenir, bien sûr, des résultats. Par exemple, pour ma méthodologie de recherche, par exemple, je dois faire des enquêtes, je dois faire des travaux de terrain, je dois faire l'inventaire pour quelque chose, pour quelque matériel, pour quelque patrimoine. C'est-à-dire, ça dépend du domaine, ça dépend de la spécialité, mais il faut être méthodique concernant le temps, concernant la distribution du temps et concernant, bien sûr, quels sont les mécanismes pour justifier, bien sûr, la durée, même pour justifier le financement.
Même concernant la méthodologie de recherche, on peut parler, par exemple, des protocoles de recherche, des tests de paillasse, les tests de laboratoire. On doit parler de tout ça concernant le document de projet de recherche. Il y a aussi rapidement un autre point qui est un point important aussi, c'est concernant l'impact de la recherche. Et en fait, c'est l'explication des avancées et des originalités de la science et bien sûr qui permettra l'étude si elle est réalisée, puisque s'il n'y a pas un impact, c'est vraiment, on peut pas lancer un projet sans impact. J'ai parlé de ça déjà et j'insiste sur l'impact, quel que soit, surtout l'impact socio-économique, puisque généralement les gens lancent des projets de recherche pour gagner de l'argent. Je peux investir bien sûr, mais je dois s'attendre à un retour d'investissement, c'est le ROI. Donc, c'est très important de parler de ROI. C'est une méthode de marketing. C'est-à-dire, quel est mon retour d'investissement après, bien sûr, l'investissement dans une durée bien déterminée, dans une stratégie bien établie. Aussi, un autre point rapidement, c'est la bibliographie. Donc, la bibliographie, il s'agit de l'ensemble des références qui serviront en appui de l'étude. Et bien sûr, vous êtes invité toujours à bien choisir les références et à bien cibler les documents qui sont fiables et de bonne qualité. C'est pour ça qu'Elsevier, toujours Elsevier, vous donne des ateliers, vous donne des webinaires comme ça. Ce sont des webinaires gratuits pour un seul but. Le but, c'est pour vous encadrer afin de faire des travaux de bonne qualité, afin de cibler des sources fiables pour comment éviter les sources prédatrices, comment éviter les journaux prédateurs. À chaque fois, on parle de ça parce que vraiment, c'est difficile. Par exemple, si quelqu'un travaille sur un sujet pendant 4 mois, et après, il rédige, par exemple, un article scientifique et il contacte un journal prédateur, comme ça, il va perdre tout. C'est ça le but d'organiser des webinaires afin de... oui. OK. Bien sûr, il y a toujours des templates, comme les templates pour écrire un article pour les journaux. Projet de recherche, il y a des templates à suivre pour rédiger un projet. Bien sûr, en indiquant, par exemple, le titre, en indiquant, par exemple, le nombre approximatif de pages, l'enchaînement des idées, comment faire pour l'insertion des figures, l'insertion des tableaux, l'insertion des annexes. C'est comme les templates des articles scientifiques, mais généralement, le plus important, et j'insiste toujours sur le cadre logique, alors il faut bien rédiger, il faut bien concentrer sur ce point qui est le point important pour construire un projet de recherche et pour rédiger une proposition d'un projet de recherche. Donc, c'est ça. Oui, pardon. Oui, généralement pour le cadre logique, on peut citer par exemple le titre. Donc le titre doit être précis, le titre de projet de recherche doit être précis, qui doit résumer vraiment le sujet et doit résumer le problème choisi dans un lieu bien défini. Aussi, on parle de la problématique de la recherche, on parle des objectifs aussi sur le cadre logique, et celle-ci prend généralement place à la fin de revue, de la littérature dans l'écrit final, mais dans un projet de recherche. Vraiment, elle est très souvent placée en tête de document de manière à ce que, par exemple, le lecteur, quel que soit un auteur ou bien votre directeur de recherche, puisse toujours voir la globalité des projets et même voir l'enchaînement. Alors, il faut bien séparer entre les titres pour faire tout ça. Donc, il faut écrire un titre bien défini, bien résumé, problématique. Il faut parler des partenaires, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les acteurs impliqués.
bien sûr, on doit, si vous êtes doctorant, vous êtes invité toujours à chaque fois discuter avec votre directeur de recherche pour mieux établir, pour mieux rédiger le projet. C'est vraiment important de faire tout ça. Oui. Quoi d'autre? Oui, ce n'est pas la peine de détailler sur ça, parce que normalement, c'est clair. Hein? Oui, c'est très important de parler du calendrier, hein, parce que lorsqu'on parle de la stratégie de recherche, il faut bien sûr parler de la durée. Et comment parler de la durée? De faire, bien sûr, établir un bon calendrier de recherche. C'est une vraiment section intéressante. Il reste toujours un calendrier prévisionnel, c'est-à-dire ou bien provisoire, de la recherche pour permettre d'inscrire votre étude dans une durée plus ou moins déterminée. Ouais. Ouais, les annexes, oui, les annexes sont facultatives, ça dépend. Ça dépend si vous avez des informations déjà comme des informations supplémentaires, des informations complémentaires, mais vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas obligatoire de faire et de donner des annexes. Et vous pouvez faire des recherches sur le moteur de recherche, sur des exemples, des projets de recherche qui sont déjà rédigés, qui sont déjà peut-être acceptés. Donc, vous pouvez voir une idée, bien vous pouvez directement contacter les entreprises pour voir quelles sont les opportunités de financement et quels sont les appels à projets qui sont déjà publiés. Oui. Donc, oui, je pense que je passe directement pour gagner le temps. Maintenant, c'est une étape très importante et on va parler d'une étape un peu critique. C'est l'évaluation du projet de recherche. Bien sûr, lorsqu'on parle d'évaluation, l'évaluation toujours par les comités scientifiques et par les organismes qui lancent les appels à projets et qui lancent les opportunités de financement. En fait, c'est une étape primordiale, comme le cas de soumission des articles et comme le cas des étapes d'examination pour déjà déposer ou bien pour soumettre un article scientifique, puisque l'article sera toujours révisé par les spécialistes, ce qu'on appelle les reviewers. Mais peut-être après, on peut parler sur la prochaine diapo, on va parler sur les demandes de soumission et comment soumettre un travail. C'est-à-dire, on va parler de cycle de publication un peu rapidement d'un article, sans répétition, bien sûr, puisque déjà, la semaine passée, mon ami Karim, l'ambassadeur d'Elsevier aussi, a concentré sur comment soumettre un article. Mais pour moi, on a décidé de parler sur le cycle de lancement d'un projet de recherche pour être un peu synchronisé. Et déjà, peut-être, il y a des personnes entre nous déjà qui ont assisté la semaine passée avec lui. Donc, il a parlé un petit peu sur le cycle de publication et comment soumettre un article scientifique dans un journal de qualité. Et là, on parle de projets de recherche. Comme ça, on peut être bien sûr synchronisé, surtout pour les gens qui ne ratent pas et qui assistent à chaque fois à nos webinaires. Oui, vous pouvez voir toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, les enregistrements sont toujours disponibles. Donc, comme j'ai dit maintenant, le but de l'évaluation, c'est bien sûr
d'éviter certaines erreurs et faire en sorte que son projet de recherche a un impact positif. Et il y a toujours des choses et des principes à respecter. Et là, je parle des principes à respecter pour une bonne évaluation du projet de la recherche. Donc, pour que le projet de recherche puisse être reçu, ces principes correspondent aux valeurs de la communauté scientifique et j'ai parlé des normes internationales. Bon, j'ai cité quelques principes, mais il y a plusieurs principes en fait. Ça dépend de la méthodologie, ça dépend les profs en méthodologie de recherche. Chacun, il peut changer les noms, il peut changer les titres, il peut changer le contenu. Par exemple, parmi les principes, c'est l'honnêteté. Donc, toujours l'auteur ou bien le chercheur doit dire la vérité et il ne doit pas exagérer les portées de son étude, mais il doit tout simplement bien placer et bien valoriser. C'est-à-dire, il doit valoriser l'idée, oui, mais il ne doit pas exagérer en parlant d'idées. Il ne peut pas dire, par exemple, que j'ai une idée lumière, puisqu'il y a toujours, il y a toujours des comités d'évaluation qui vont décider l'originalité, qui vont décider l'ampleur et même l'agrandissement de l'idée. Alors, il faut être honnête et il faut être neutre. Voilà, c'est une étape vraiment importante pour un projet de recherche. Un autre point, c'est la cohérence entre les travaux théoriques et la cohérence entre l'application de ces travaux. C'est-à-dire, on a parlé de ça déjà sur le cadre logique de l'étude. Donc, il faut baser sur des éléments logiques, il faut baser sur des éléments cohérents et il ne faut pas faire des contraintes, il ne faut pas faire des contradictions entre la théorie et des applications puisque ça va influencer l'évaluation des projets de recherche. Un autre point que je trouve très, très important, c'est la faisabilité du projet. En fait, le projet doit être maîtrisé, surtout techniquement. Surtout techniquement. On ne peut pas proposer des projets qu'on ne le maîtrise pas techniquement. Je suis médecin, je lance un projet en électronique, c'est vraiment difficile. Alors, essayez toujours de maîtriser le côté technique de vos projets de recherche, puisqu'à travers le CV, à travers la lettre de motivation, ça va aider pour que le comité scientifique accepte votre proposition de projet de recherche. Et les recherches qu'il implique doivent être bien sûr toujours rationnelles et doivent être réalisables. Et là, on parle toujours des projets qu'ils soient réalisables afin d'évaluer, afin de convaincre un expert ou bien une spécialité. Il faut donner des projets réalisables. Il ne faut pas donner des rêves. C'est pour ça qu'on parle toujours des projets SMART. En fait, SMART, c'est S-M-A-R-T. En fait, c'est l'abréviation et c'est la globalité pour faire définir un bon projet. SMART, c'est spécifique, mesurable. Là, c'est acceptable. Le R, c'est réaliste. J'ai parlé déjà que le projet doit être rationnel et réalisable. Et même, il doit être temporellement dans le temps, puisque logiquement, on doit planifier un plan d'action. On doit planifier toujours une stratégie en fonction du temps. Voilà, my 5 years strategy, par exemple. Comme ça, on peut convaincre le comité scientifique, on peut convaincre les experts. Il faut proposer des projets qui sont réalisables à l'aide des moyens des moyens existent ou bien qu'on peut les utiliser, soit sont des moyens nationaux ou bien internationaux. C'est-à-dire il faut mettre une bonne stratégie pour convaincre le comité. Donc, aussi, il faut donner une durée, comme j'ai dit, c'est-à-dire, par exemple, la durée de 3 mois, les projets trinaux et tout. Donc, c'est très important de parler de la durée des projets. Un autre point que je trouve peut-être important, c'est la transparence. En fait, généralement, lorsqu'on parle de transparence, la transparence est liée par le financement toujours. Transparence, financement, transparence, financement. Donc, il est très important
de bien mentionner quels seront, par exemple, les moyens financiers nécessaires, surtout si le projet de recherche répond à une opportunité de financement. OK? Alors, il faut être transparent vraiment, puisque il ne faut pas ouvrir une porte vers les problèmes. Il faut être rationnel, réaliste, honnête, transparent, et même il faut être neutre, puisque lorsqu'on parle de neutralité, la neutralité consiste généralement à montrer que le chercheur et que l'auteur s'engagent à rester toujours neutre, à rester toujours objectif dans son travail, sans aucun conflit. Maintenant, rapidement, concernant les critères, qui sont des critères normalisés d'évaluation et qu'on doit les prendre en considération toujours. Enfin, il y a, comme tout à l'heure, il y a plusieurs critères d'évaluation. Ça dépend les enseignants qui parlent de l'évaluation des projets de recherche et comment rédiger un projet de recherche. Moi, j'ai choisi quelques critères d'évaluation qui sont normalisés. En fait, par exemple, le premier critère que je trouve important, c'est la qualité rédactionnelle, puisqu'on doit concentrer sur le style de rédaction, on doit concentrer sur l'orthographe, la terminologie, les mots-clés utilisés, la langue. C'est très important de parler de la langue, la clarté de la problématique, la méthodologie. Il faut être méthodique, il faut parler. Il faut suivre les étapes que j'ai déjà mentionnées, par exemple, dans le cadre logique, la méthodologie et les autres points. Donc, ce sont des principes à suivre et ce sont des principes à respecter. Aussi, concernant la qualité de l'information scientifique, donc, il faut vraiment cibler la qualité de l'information scientifique et là, en connectant via les plateformes qui sont fiables, les bases de données qui sont fiables, comme j'ai mentionné déjà, quels que soient les journaux d'Elsevier qui sont déjà sur la plateforme Sciences Directes, ou bien sûr les sources qui sont indexées sur la base de données mondiale Scopus. Concernant l'argumentation, il faut bien argumenter, il faut bien convaincre le comité scientifique d'évaluation afin de bénéficier de projets de recherche. Même on parle toujours des références et on parle toujours des sources, des références utilisées. Il faut toujours parler des références qui sont des références de bonne qualité. Nous avons déjà parlé de SGR, c'est-à-dire l'indicateur, le CIMAGO Journal Ranking, ou bien l'indicateur de prestige qui prend en considération toujours la qualité des références. C'est un indicateur vraiment très important et toujours, il prend en considération la qualité des références, la qualité des sources qui sont citées sur votre document scientifique. Alors, il faut bien choisir les références. C'est très important. Et bien sûr, il y a d'autres critères plus spécifiques, bien sûr, qui sont relatifs à un sujet ou bien qui sont relatifs à vos domaines. Ouais. J'essaie toujours de lire un petit peu sur la discussion. Ouais. Voilà. En parlant un petit peu sur le cycle de publication maintenant, parce qu'il reste toujours un côté important. Donc voilà, nous avons parlé de l'idée, du problème, du besoin, de la solution et comment rédiger une solution et comment convaincre le comité scientifique et comment parler et comment argumenter notre valeur ajoutée dans un domaine ou bien dans une spécialité bien définie afin de bénéficier d'un projet de recherche. Mais parmi les conséquences des projets de recherche sont la publication des articles scientifiques, la publication de brevets d'invention. En fait, peut-être une autre fois, on va parler comment déposer un brevet d'invention, puisqu'on reçoit toujours des questions importantes sur ça. Mais pour le moment, on reste sur comment publier un article, les différentes étapes à suivre,
comme cycle de publication. Et mon ami Karim, la dernière fois, il a bien parlé sur le cycle de publication de la soumission jusqu'à la conservation. C'est-à-dire, on peut soumettre le travail, question de suivi, question de décision, révision, l'édition dans le bureau éditorial vers la publication, soit en open access ou bien by subscription, c'est-à-dire par abonnement. Donc, voilà. J'ai lancé un projet, j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé des résultats, des courbes, des résultats originaux et tout. Donc, après rédaction des documents qui doit être, bien sûr, entre parenthèses, original, c'est une condition. Donc, après la vérification d'originalité un petit peu, bien sûr, on doit faire un état de l'art pour faire une comparaison entre nos résultats avec les résultats existants pour dire vraiment que mon travail est original. Donc, après, chaque chercheur doit soumettre son travail dans un meilleur éditeur ou bien dans un bon journal quand même. Ça dépend de la qualité du journal. Il y a beaucoup de journaux. Il y a par exemple, on peut utiliser Elsevier Journal Finder. C'est un outil très, très facile et très, très pratique afin de vous donner les journaux indexés, classés qui publient, qui acceptent les travaux dans votre thématique. Et même Elsevier Journal Finder, il vous donne même la période, c'est-à-dire la période de la première décision, la période de publication, c'est-à-dire on peut avoir des idées, on peut filtrer les journaux par rapport aux dates de publication et par rapport à la durée de publication, puisque c'est un problème vraiment des doctorants. Des fois, ils ciblent ou bien ils envoient leurs travaux directement vers des journaux où la date de publication, par exemple, d'une année et demie ou bien 2 ans, ils vont perdre comme ça un peu de temps. C'est pour ça qu'ils doivent à chaque fois vérifier le journal, la durée de décision et la durée de publication, parce que c'est vraiment important. Et comme j'ai dit, Elsevier Journal Finder, c'est un bon outil pour faire des choses comme ça. Et même, vous pouvez analyser à l'aide de l'outil Analyze Search Results de Scopus pour faire analyser et trouver des journaux et des revues scientifiques à travers les mots-clés liés par votre problématique de recherche. Bien sûr, comme je parle de journal, toujours, il y a des critères. Alors, quels sont les critères de choix d'un journal? En fait, ils peuvent toujours combiner. C'est-à-dire, il y a des éléments de bibliométrie, il y a des éléments et des indicateurs de scientométrie. Je peux choisir le journal. Alors, je dois vérifier tout d'abord son ISSN et que son ISSN est juste et valable et tout. Je peux choisir à travers l'H-index, à travers le SNP, le SGA, le site-score, le facteur d'impact. Il y a plusieurs indicateurs que je peux les suivre afin de choisir un bon journal. Et ils peuvent aussi choisir selon, par exemple, une connaissance empirique. Par exemple, on contacte les revues que vous connaissez, que vous référencez habituellement dans vos posters de conférences et les documents. Même, on peut contacter directement les revues qui sont recommandées par vos collègues, qui sont recommandées par votre directeur de thèse ou bien votre laboratoire, parce que des fois, les doctorants, directement, ils envoient les articles vers les journaux qui sont déjà connus ou, par exemple, le directeur de thèse a déjà publié, il a une expérience avec ce journal. C'est très important. Ce sont les connaissances empiriques, c'est-à-dire par expérience. Donc, c'est très important. Juste, il faut toujours confirmer que le journal est classé n'est pas prédateur. C'est très important de faire tout ça. Oui, nous avons déjà animé tout un atelier sur comment choisir un journal et comment éviter les journaux qui sont des journaux prédateurs. Donc, il faut vérifier les critères, il faut vérifier les conditions de la révision par les pairs, puisqu'il y a toujours des conditions, il y a toujours des templates sur le journal avant de soumettre le travail, un template bien défini, soit à travers, on peut écrire en utilisant par exemple le Word, mais maintenant la plupart des journaux ils demandent LaTeX
pour faire rédiger, pour faire ce matin de travail, mais toujours il est facile. Donc, c'est bien de comprendre et d'entraîner sur ces logiciels importants. Donc, même comme j'ai parlé déjà sur Scopus, Scopus elle a déjà une liste complète des sources qui sont indexées, qui sont classées, qui ne sont pas prédateurs. Et même en Algérie, la DGRSDT, qui est la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, vous donne à chaque fois une liste actualisée sur le site officiel, c'est www.dgrsdt.dz. Alors, vous trouverez toute une liste actualisée des journaux classés A, des journaux classés B et des journaux prédateurs et même des éditeurs qui sont des éditeurs prédateurs. Alors, avant d'envoyer, en tant que doctorant algérien, avant d'envoyer un travail, il faut bien vérifier toutes les listes qui sont publiées. Maintenant, les listes sont numérisées un petit peu, c'est-à-dire il y a un avancement bien clair sur la plateforme de la DGRSDT. Alors, sans télécharger, vous pouvez faire et entamer directement la recherche pour vérifier que les SSN existent, que le journal est classé et tout, et qu'on peut soutenir notre doctorat en publiant dans un tel ou bien dans ce journal. C'est vraiment important tout ça. Oui. Oui, il y a le site SGR. Vous pouvez utiliser SGR pour trouver les journaux aussi. C'est une plateforme d'Elsevier, sponsorisée par Elsevier. Il y a aussi, comme j'ai dit, Elsevier Journal Finder, une bonne plateforme pour trouver des journaux qui sont classés et tout, et même en utilisant les listes de la DGRSDT qui sont déjà des listes de Scopus. OK? Essentiel, attention toujours aux éditeurs prédateurs, c'est vraiment important d'éviter les éditeurs prédateurs. Et en cas de doute, le conseil scientifique de votre université est toujours le bon réflexe. Pour éviter tout problème, 2 jours avant soumission, il faut contacter votre comité scientifique. Voilà. Il faut contacter votre, par exemple, directeur adjoint chargé de la recherche scientifique ou bien votre rectorat, une demande écrite. J'ai besoin, peut-être j'ai besoin de vérifier que ce journal est classé avec la date et tout. Alors, vous devrez mentionner la date et il va vous donner directement l'accord avant de se mettre. Comme ça, vous restez toujours en sécurité. Voilà. Et même la date de soumission, il faut signaler la date de soumission puisque tellement les listes est actualisée, on peut trouver aujourd'hui un journal classé A, indexé et tout, et demain, il devient directement prédateur. Alors, toujours essayer de sauvegarder la date de la première soumission et la date de la dernière mise à jour de la liste de la DGRSDT. Donc, voilà, c'est l'éditeur, par exemple, parce qu'il y a plusieurs éditeurs dans un journal, ça l'éditeur en chef, il y a plusieurs éditeurs spécialisés. Donc, c'est l'éditeur en chef ou bien l'éditeur spécialisé accepte formellement, c'est-à-dire, je dis bien formellement, la présentation de la structure et le template, il accepte la thématique, des fois même il peut donner des remarques sur la langue aussi. Si l'éditeur accepte tout ça, il peut faire même un test de plagiat directement, puisqu'il y a des barèmes, il y a des pourcentages de plagiat. Généralement, il faut que le taux de similarité, ou bien le taux de plagiat, il ne doit pas passer le 22%, que 22%, c'est bon, c'est-à-dire de préférence. OK? Mais ça dépend. Chaque journal a ses critères et ses conditions pour soumettre les travaux. Donc, si l'éditeur accepte formellement l'article, comme j'ai dit, il entre directement dans le processus de révision par les pairs. C'est ce qu'on appelle le peer reviewing. Et il y a plusieurs experts, plusieurs domaines sont invités à examiner le document pour contrôler la qualité, pour contrôler la pertinence et même pour voir la démarche afin de décider si la publication peut passer à une autre étape ou non. Donc, directement, on peut passer après la révision à l'étape de décision. Bien sûr, le temps d'examination varie toujours entre... Ça dépend du journal, ça dépend le journal. Des fois,
3 semaines, de 2 mois, des fois une année. Ça dépend le journal. Donc, il faut toujours, avant de contacter le journal, essayer de faire une analyse complète sur les journaux, de voir quelques articles publiés par le journal pour voir la date de la première soumission, la date d'acceptation, la date de révision, la date de publication finale, pour voir la moyenne des journaux. OK? Mais comme j'ai dit, c'est Elsevier Journal Finder vous donne directement la date et le temps, la durée, c'est vraiment appliqué. Il faut toujours mettre le titre, le résumé, il y a quelques informations, les mots-clés, votre domaine, et vous cliquez sur Trouver un journal et elle va vous proposer des journaux selon votre filtre. Vous pouvez même proposer le taux d'acceptation, c'est-à-dire donnez-moi les journaux où le pourcentage d'acceptation est grand. C'est-à-dire sont vraiment des données réelles. Alors, essayez de profiter de ces données réelles. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, après la révision, directement, l'éditeur il va recevoir bien sûr les révisions des reviewers. Ça dépend de 2 reviewers, 3 reviewers, 7 reviewers, ça dépend de la stratégie du journal. Et il va transférer directement les commentaires des examinateurs vers vous et même la décision. C'est-à-dire, le reviewer, il donne des remarques, mais il ne décide pas. Mais seul l'éditeur qui décide s'il va accepter ou bien de rejeter ou bien de réviser le travail. Donc, il va directement contacter le chercheur et pour lui envoyer déjà les commentaires des reviewers. Bon, le document peut être directement accepté sans révision, parce que des fois, on trouve des reviewers qui acceptent et tout, un bon travail de bonne qualité. Alors, il accepte directement sans révision, sans commentaire, il accepte directement. Ça, c'est le meilleur chemin, la meilleure chose. Et il peut des fois, mais des fois, oui, il peut demander une révision par les chercheurs, quel que soit. Il y a 2 types de révision. Il y a minor revision et major revision. C'est-à-dire, minor revision, si les examinateurs acceptent, c'est-à-dire la majorité et l'article formellement, c'est-à-dire globalement, mais ils ont quelques questions, ils ont quelques problèmes. Et bien sûr, le chercheur et l'auteur doivent envoyer un rapport complet avec les réponses, avec les arguments pour accepter rapidement le projet. Major revision, c'est-à-dire il y a beaucoup de questions, mais la base est originale. Puisque si la base n'est pas originale, il va rejeter quand même. C'est le 4e décision. C'est-à-dire, il y a 4 décisions. Il y a accepted, rejected, ou accepted with minor revision, accepted with major revision. Il y a d'autres méthodes. L'éditeur, il va utiliser le service de transfert desk. S'il n'a pas trouvé des reviewers pour votre travail, alors ils peuvent vous proposer de changer le journal via un service qui s'appelle un transfert desk, c'est un service d'Elsevier. Il va directement basculer le dossier vers un autre journal. Alors, vous devez juste vérifier que le dossier est toujours complet, parce qu'il y a des journaux qui demandent quelque chose, quelques détails spéciaux, par exemple, graphical abstract, bien le contributors letters, bien. Il y a beaucoup maintenant des documents, il y a le cover letter, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, mais là, c'est toujours simple. C'est un dossier simple, il faut juste suivre les templates, il faut suivre les étapes afin de publier l'article. Et là, il reste une bonne expérience. C'est-à-dire, puisque les reviewers, bien, les examinateurs sont votre 2e directeur de thèse. Des fois, vous trouverez des examinateurs qui sont vraiment spécialistes 1000 fois que nos enseignants, que nos directeurs de thèse, peut-être des fois. C'est pour ça que essayez de profiter, essayez d'envoyer votre article, même d'accepter le rejet
directement des articles, mais pour profiter d'avoir des commentaires. Des fois, un étudiant en deuxième année, il peut tenter la chance pour envoyer un article pour voir est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je dois changer, est-ce que comme ça. Donc, les examinateurs vont lui envoyer vraiment des commentaires qui sont des commentaires constructifs. OK. Et c'est ça le but. Après la décision, bon, s'il va rejeter le travail, c'est bon. Donc, il doit refaire le travail. Bien sûr, il doit lire les commentaires pour voir quelle est la raison de rejet. Si l'éditeur accepte le travail, il passe l'article directement à l'étape suivante qui est l'édition au bureau éditorial afin de préparer la version proof. La version proof, généralement, qui est la version finale qui sera publiée sur le net avec le crossmark, avec le DOU, avec beaucoup de détails concernant les articles scientifiques. Et bien sûr, l'éditeur, il peut envoyer un autre mail vers les auteurs pour dire qu'il y a plusieurs types de publications. Il y a le mode Open Access, alors vous pouvez payer les frais de publication pour que votre article soit publié gratuitement pour tout le monde, et ça pour avoir plus de citations, pour avoir plus de visibilité, puisque chacun qu'il va mettre des mots-clés ou bien un titre sur n'importe quelle plateforme, directement, il peut trouver votre article sans aucun obstacle, mais il y a toujours le mode abonnement. Alors, si quelqu'un veut télécharger votre article, il doit se connecter via, par exemple, le SNDL. Pardon. J'espère que c'est simple. Oui. S'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Oui, pour les sessions de formation, vous pouvez trouver directement les emails précédents, bien sur YouTube maintenant, ou bien sur Facebook, Elsevier Community, le groupe, ou bien Elsevier Africa, la page, ou bien même la chaîne YouTube Elsevier Africa. Vous allez trouver beaucoup de vidéos, pas seulement des ambassadeurs, mais même des experts d'Elsevier qui sont, vous pouvez trouver des vidéos en anglais, en français, en arabe. Donc, il y a plein de sujets importants sur ça. Tu m'as donné cette question et tous ces conseils avant de publier mon article sur... De rien, avec plaisir. Oui, sur comment choisir un journal, essayez juste de voir la vidéo. Même normalement pour cet enregistrement de comment choisir un journal, vous pouvez même le trouver sur ma page. Juste essayez de taper sur Facebook Dr Chorfi Hicham, dr.Chorfi Hicham, et vous allez trouver sur la rubrique vidéo plusieurs vidéos concernant le webinaire CV. Parmi les vidéos, vous allez trouver comment choisir un journal pour la publication. Oui. Oui, les prochaines fois, on va parler de détails concernant tout ça. Oui, on va parler des sciences sociales, humaines. Il y a beaucoup de webinaires avec Elsevier cette période. Et comme toujours, comme toujours. Concernant le paiement, c'est pour le mode Open Access, c'est-à-dire, donc c'est optionnel, sauf il y a des journaux qui sont 100% Open Access. Alors, dès le départ, il va vous contacter pour vous dire que si votre article sera accepté, vous allez payer, donc dès le départ.
Mais il y a des journaux qui sont des journaux hybrides. Alors, elle accepte de publier selon les deux formes. En fait, il y a plusieurs formes. C'est-à-dire, il y a l'open access, le gold open access, le green open access, le bronze open access. C'est-à-dire, le bronze access ou le green access, il y a beaucoup de choses et par abonnement. Comment on cible si notre article est classé A, B? En fait, ce n'est pas l'article qui est classé A, B, C, c'est le journal qui est classé. Donc, c'est juste d'entrer sur Scopus pour voir soit la liste globale des journaux pour voir le classement. On peut même trouver un autre classement qui est le Q1, Q2, Q3, Q4, qui sont des pourcentages des journaux selon la qualité. Et vous pouvez même contacter directement entrer dans www.dgrct.tz pour voir la liste des journaux qui sont déjà classés, bien définis, et qui sont des journaux, qui sont des listes, c'est-à-dire l'originalité de ces listes sont des listes Scopus à 100%. S'il vous plaît, dans le cas d'un refus de l'article, y a-t-il une procédure à suivre ou bien vous pouvez directement le renvoyer vers une autre revue? Ça dépend. Alors, bien sûr, vous pouvez bien sûr le renvoyer vers une autre revue, mais essayez de prendre en considération toujours les commentaires des reviewers, pourquoi ils ont rejeté votre travail. Essayez d'améliorer soit, par exemple, côté langue, côté résultat, côté interprétation, côté référence, côté discussion. Il faut prendre en considération les commentaires. Et puis, soit vous pouvez refaire la soumission sur le même journal, c'est logique, c'est acceptable, ou bien de changer le journal. Donc, changer le journal, c'est-à-dire changer de template et changer le dossier. Un journal prestigieux peut se transformer en journal prédateur. Oui, oui, exactement. C'est pour ça, soyez prudents. Soyez prudents avant la soumission à chaque fois. Essayez de refaire l'analyse, de refaire le test sur les listes qui sont. Oui. Pourquoi? Puisque des fois, on trouve des éditeurs prédateurs. Des fois, un journal prestigieux recrute un éditeur qui est un éditeur prédateur, donc le journal sera automatiquement prédateur aussi. Il y a vraiment des exigences, surtout concernant l'indexation, hein, puisque sur Scopus, il y a ce qu'on appelle le CSAB. Le CSAB, c'est le comité de sélection des journaux. Le CSAB, c'est une comité vraiment, c'est une commission indépendante qui est la première et la seule condition pour indexer un journal ou bien pour retirer un journal. Ce sont 17 experts internationaux et son travail est de suivre vraiment les journaux. Et chaque journal qui perd, par exemple, le souffle de répondre aux exigences de Scopus, elle va retirer automatiquement. Chaque journal qui va recruter un éditeur prédateur, il va être retiré automatiquement aussi. Alors, c'est vraiment exigeant, c'est vraiment sérieux. Et pourquoi tout ça? C'est pour garantir la qualité du document. C'est pour ça qu'on insiste sur les sources fiables et on insiste sur les documents fiables. Oui. À chaque fois, on essaie de donner des... Comment trouver un journal en langue française? Alors, vous pouvez filtrer en utilisant le filtre langue, soit... Bon, il y a une méthode indirecte, c'est-à-dire de faire la recherche en français, de trouver des articles qui sont publiés en français, bien sûr, puisqu'il y a un filtre en français. Et puis, vous pouvez directement voir le journal qui a publié cet article en français. C'est la méthode indirecte, elle est plus facile. Comment on peut différencier entre un article... Enfin, on ne peut pas dire article prédateur indexé toujours. Hein. On peut dire un journal prédateur, un journal indexé. OK? Comment? C'est à travers les listes qui sont publiées. Il y a toujours des mises à jour, il y a toujours le blacklist qui est toujours
publiés sur le net, sur quelques sources fiables, sur Scopus, sur, comme j'ai dit, DGRSDT. Alors, pour faire différencier, il faut suivre les listes. Donc, oui, M. Zindine déjà a envoyé le site. Merci, M. Zindine. En arabe, la même chose. OK, je pense qu'on a déjà répondu à plusieurs questions. Elle est 17h24. OK, alors je vous remercie énormément pour votre participation aujourd'hui avec nous. Donc, on essaye à chaque fois de vous donner plus d'informations concernant les meilleures méthodes de publication, soit pour lancer un projet de recherche, soit pour proposer un sujet de recherche, soit pour publier, pour créer une équipe de recherche. Il y a plein de... Normalement, nous avons publié tout le plan de formation, surtout les prochaines formations. À chaque fois, on donne des formations. Alors, essayez de ne pas rater les formations, essayez d'assister. Et à chaque fois, sur ma page Facebook, sur la page d'Elsevier, on publie les nouveautés, on publie les prochains ateliers. Donc, merci beaucoup et je suis désolé puisque je suis un peu malade. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera mieux. Oui. Merci, merci. Donc, pour votre feedback, oui, comme toujours, vous pouvez bien sûr partager avec moi votre feedback sur l'atelier d'aujourd'hui, puisqu'on va organiser plusieurs ateliers prochainement. Plusieurs ateliers concernant Scopus, concernant Sciences Directes, concernant plusieurs sujets importants. Je n'ai pas pratiqué aujourd'hui, puisque déjà 1h30, déjà, peut-être la prochaine fois, on va parler de ça. Donc, vous pouvez tous voir sur le chat maintenant le lien pour partager avec moi et avec nous votre feedback concernant l'atelier d'aujourd'hui, vos remarques, vos commentaires et vos demandes concernant les prochaines formations. Et merci beaucoup. Et للناس اللي عندهم بكالوريا مبروك عليكم النجاح واللي ما نجحش ان شاء الله للعام القادم والمرات القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.